Bonjour à vous, asseyez-vous, prenez une tasse de café, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de Marie. Une histoire qui parle de ces moments où l'on sent au plus profond de ses entrailles que quelque chose ne tourne pas rond. C'était un mardi. Gris un peu frisquet, le genre de journée où la chose la plus excitante est de savoir si le chat du voisin Mistigris arrivera enfin à attraper un moineau. J'étais assise à ma table de cuisine. Le mot fléché ouvert devant moi, une tasse de café refroidissant à mon coude, la maison était silencieuse, bercée seulement par le tic-tac de la vieille horloge normande et le craquement familier du parquet. Je venais de remplir 14 horizontales oiseau national de la France, le coq. Bien sûr, certaines choses, on ne les oublie jamais. C'est alors que le téléphone a sonné. De nos jours, quand le téléphone sonne, c'est généralement pour me proposer un nouveau forfait Internet ou une énième offre pour mes fenêtres. Mais cette fois, en voyant le nom sur l'écran, mon cœur a fait un petit bond. C'était mon fils Antoine. Il n'appelle pas souvent en semaine. Il est pris par son travail, sa propre famille, la vie, tout simplement. Alors quand il appelle, je réponds toujours. Bonjour maman, athée, il dit la voix un peu tendue, un peu pressée. Tout de suite, j'ai su que quelque chose n'allait pas. On entend ces choses-là dans la voix de son enfant, peu importe son âge. C'est un super pouvoir de mère, je suppose. Je pouvais dire qu'il était nerveux peu, être même effrayé. Je me suis redressée sur ma chaise, mon esprit défilant déjà à travers 1000 possibilités. Était-il malade? Quelque chose n'allait-il pas avec les petits? Avait-il perdu son travail? Ou mon Dieu, était-il arrivé quelque chose à sa femme Chloé? Mais avant que je ne puisse poser la question, il a lancé: Maman, n'écoute. Si quelqu'un te demande quoi que ce soit, tu ne sais rien, d'accord? C'est plus sûr si tu ne sais pas. Là, laissez-moi vous dire, ce n'est pas le genre de choses qu'on dit à une mère qui a passé 20 ans à travailler pour le tribunal de grande instance. Mon cœur a fait une petite danse dans ma poitrine. Plus sûr, pour qui? Pour lui, pour moi ou pour nous deux. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais je sentais l'inquiétude m'envahir. Antoine, de quoi parles-tu? Tout va bien. Il a hésité. Et dans cette pause, j'ai pu entendre les bruits étouffés de son monde. En fond sonore, le ronronnement de la circulation peut être le bip d'un four, l'aboiement lointain d'un chien. Pas Mistigris, mais presque. Maman, je ne peux pas expliquer maintenant. Juste, si quelqu'un t'appelle, passe à la maison ou te pose des questions sur moi, dis simplement que tu ne sais rien. S'il te plaît, c'est important. Je ne sais pas pour vous, mais quand on me dit de ne pas m'inquiéter, c'est exactement à ce moment-là que je commence. Et quand mon propre fils me dit que c'est plus sûr si je ne sais pas, c'est comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. J'ai essayé de prendre ça à la légère. Antoine, tu sais bien que je ne suis pas très douée pour mentir. Tu te souviens quand tu avais essayé de sortir en cachette pour cette fête au lycée et que je t'avais attrapé avant même que tu arrives au portail? Il a ri, mais c'était un rire faible, distrait. Oui, maman, je m'en souviens, mais là c'est différent. Fais-moi confiance, d'accord? Lui faire confiance? Bien sûr que je lui faisais confiance, c'était mon fils. Mais cela ne signifiait pas que j'allais rester assise à ne rien faire. Je sentais mes vieux instincts refaire surface, ceux qui m'avaient aidé à démêler le vrai du faux dans les prétoires, ceux qui faisaient de moi une plutôt bonne juge de caractère, si je puis me permettre. Je voulais poser 1 million de questions, mais je sentais qu'il ne me donnerait aucune réponse, pas maintenant en tout cas. D'accord Antoine, ai-je dit en essayant de paraître calme, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, jour et nuit tu m'entends, je sais maman, je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri. Il a raccroché et soudain la maison semblait encore plus silencieuse qu'avant. Je suis restée assise un long moment à fixer le téléphone, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce qui pouvait bien être si dangereux que mon propre fils ne puisse pas me le dire? Était-il en danger? Étais-je en danger? J'ai baissé les yeux vers mes mots fléchés, mais les lettres se brouillaient. Mon café était froid, mais je m'en moquais. Je n'arrêtais pas de repasser la conversation dans ma tête, cherchant des indices, quelque chose qui pourrait m'éclairer. J'ai pensé à toutes ces années passées au tribunal. Toutes les affaires vues, certaines simples, d'autres complexes, certaines carrément effrayantes. J'avais vu des gens bien pris dans de mauvaises situations et des gens mauvais se cachant derrière de bonnes intentions. Mais là, c'était différent. C'était mon fils. J'ai essayé de me distraire en rangeant la cuisine, mais le moindre bruit me faisait sursauter. Était-ce une voiture dans l'allée? Quelqu'un venait-il à la porte? J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, m'attendant presque à voir des hommes en costume sombre, des lunettes de soleil masquant leur regard, prêts à me poser des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Je sais trop d'émissions policières, on ne peut pas blâmer une femme d'avoir de l'imagination. J'ai pensé rappeler Antoine, lui soutirer plus d'informations, mais je savais que cela ne servirait à rien. Il est têtu, il tient ça de son père. Une fois qu'il a une idée en tête, on ne peut plus l'en faire démordre. Et puis il avait l'air vraiment effrayé. Je ne voulais pas empirer les choses. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis inquiète, j'ai cuisiné. Il y a quelque chose dans le fait de peser la farine et le sucre, dans l'odeur des gâteaux qui cuisent, qui m'apaise.
J'ai sorti mon vieux classeur de recettes, celui avec les fiches décolorées et les petites notes dans les marges. J'ai opté pour les sablés à la cannelle, les préférés d'Antoine quand il était petit. Peu être qu'en occupant mes mains, mon esprit se calmerait. En roulant la pâte en petites boules et en les roulant dans le sucre cannelle, j'ai repensé à toutes les fois où Antoine était venu me voir avec ses problèmes. Petit, c'était les genoux écorchés et les jouets perdus. Adolescent, les cœurs brisés et les mauvaises notes, et le voilà maintenant un homme adulte essayant toujours de me protéger de quelque chose qu'il jugeait trop dangereux pour moi. Mais voilà, une fois mère, toujours mère, et une fois greffière, toujours un peu curieuse, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé une liste mentale des personnes que je pourrais appeler de vieilles amies du tribunal des voisines qui semblaient toujours en savoir plus, qu'elles ne le laissaient paraître, même le facteur Sinistigri le laissait, jamais s'approcher assez de la porte. Je n'étais pas prête à rester les bras croisés, pas quand mon fils était en danger. Les sablés sont sortis du four doré et parfait, mais je les ai à peine goûtés, mon esprit était trop occupé à passer en revue les possibilités. Antoine était-il impliqué dans quelque chose d'illégal ? Non, je ne pouvais pas le croire, c'était un homme bien honnête jusqu'à l'excès. Mais peu. Être avait-il vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû ou était-il impliqué dans quelque chose au travail peu ? Être que quelqu'un le menaçait ou essayait de se servir de lui pour obtenir des informations, plus j'y pensais, plus mon inquiétude grandissait. Je me suis rassise à la table de la cuisine, une assiette de sablé devant moi et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel rosissait avec le coucher du soleil et je pouvais voir Mistigri trottiner dans le jardin, la queue en l'air inconscient du drame qui se jouait à côté. Je l'ai envié juste un instant. La vie était si simple quand tout ce dont on devait s'inquiéter était de chasser les moineaux. J'ai pris une profonde respiration et j'ai essayé de me calmer. Quoi qu'il se passe, je trouverais la solution, je l'avais toujours fait. Antoine pouvait bien penser que c'était plus sûr si je ne savais pas, mais il avait oublié une chose importante, j'avais travaillé pour le tribunal. Je savais comment trouver des réponses même quand les gens ne voulaient pas que je les trouve. Et s'il y avait une chose que j'avais apprise au fil des années, c'est que les secrets finissent toujours par remonter à la surface, tôt ou tard. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon et que les premières étoiles pointaient dans le ciel, je me suis fait une promesse silencieuse à moi-même et à Antoine. Quoi que ce soit, je serai là pour lui. Je le protégerai comme je l'avais toujours fait, et si cela devait demander d'être un peu curieuse, alors qu'il en soit ainsi, après tout c'est à ça que servent les mères. Et donc, avec une assiette de sablé et un cœur plein de questions, je me suis installée pour la nuit prête pour ce que le lendemain pourrait apporter. Parce que s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que la vie même dans une petite ville française n'est jamais aussi tranquille qu'elle n'y paraît. Maintenant, je sais ce que vous pensez probablement. Pourquoi n'ai-je pas simplement laissé tomber ? Eh bien, laissez-moi vous demander quand est-ce qu'une mère a déjà laissé tomber, surtout quand son fils lui dit que c'est plus sûr si elle ne sait pas. C'est comme dire à un chat de ne pas chasser une souris ou demander à un Français de sauter le fromage lors d'un repas dominical, ça n'arrivera tout simplement pas. Alors après l'appel cryptique d'Antoine, je me suis assise à ma table de cuisine, fixant l'assiette de sablé que j'avais cuisiné la veille, et j'ai senti cette vieille démangeaison familière, celle qui m'avait valu des ennuis avec mes supérieurs au tribunal pour avoir dépassé mon rôle de greffière. Mais vous savez quoi ? Parfois, dépasser les limites est exactement ce qu'il faut, surtout quand il s'agit de la famille. Je me suis versé une autre tasse de café le genre assez fort pour réveiller un mort et j'ai commencé une liste mentale des personnes que je pourrais appeler, pas pour fouiner bien sûr, juste pour prendre des nouvelles. Après tout, je n'avais pas vu certaines de mes vieilles amies du tribunal depuis une éternité et quelle meilleure excuse qu'une petite conversation amicale et une assiette de gâteau. J'ai commencé par Brigitte, qui avait été ma complice au sens figuré pendant plus de 10 ans. Brigitte était le genre de femme qui savait tout sur tout le monde et elle avait une mémoire d'éléphant. J'ai composé son numéro et après quelques sonneries, elle a répondu sa voix aussi chaleureuse et familière que jamais. « Tiens, si ce n'est pas la célèbre Madame Lefebvre, à quoi dois-je le plaisir ?» J'ai ri essayant de garder un ton léger. « Oh, tu sais, je prends simplement des nouvelles. » Comment se passe la retraite ? Nous avons bavardé un moment des choses habituelles, les petits-enfants, le jardinage, la météo, qui en France est toujours un sujet de conversation. Puis aussi, naturellement que possible, j'ai glissé « Dis donc, tu as entendu quelque chose d'intéressant au tribunal récemment, des affaires importantes ?» Il y a eu une pause juste assez longue pour que je sache qu'elle réfléchissait. Eh bien, maintenant que tu en parles, il y a beaucoup de bruit autour de cette grosse affaire de fraude. Tu sais, celle avec l'entreprise locale et tous ces fonds manquants. J'ai entendu dire qu'ils ont quelques témoins, mais tout est très discret. Mon cœur a fait un bond. Fraude, fonds manquants. Cela ne ressemblait pas à quelque chose où Antoine serait impliqué, mais après tout, il travaillait dans la finance. J'ai insisté un peu plus attention à ne pas paraître trop pressée. Est-ce qu'on connaît des gens impliqués ? Brigitte a hésité puis a baissé la voix. Je ne devrais probablement pas le dire, mais le nom de ton Antoine est revenu, pas comme suspect, attention, juste comme témoin.
Apparemment, il a vu quelque chose ou peut-être qu'il a signalé quelque chose. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est une grosse affaire, le genre qui rend les gens nerveux. Je l'ai remercié, promis de passer bientôt avec des gâteaux et j'ai raccroché l'esprit en ébullition. Antoine témoin dans une grosse affaire de fraude. Pas étonnant qu'il ait été si évasif au téléphone. Mais qu'avait-il vu et pourquoi était-il si inquiet pour ma sécurité? J'ai décidé qu'il était temps de creuser un peu plus. Le suivant sur ma liste était Thomas qui travaillait toujours à la sécurité du tribunal. Thomas était un ours en peluche, mais il avait un faible pour moi depuis que je l'avais sorti d'un mauvais pas avec des papiers égarés il y a des années. Je l'ai appelé et après quelques politesses, je lui ai demandé s'il avait entendu parler de l'affaire. Oh, c'est tout ce dont on parle, hâté, il dit baissant la voix, jusqu'au chuchotement. Ils ont impliqué les RG, tu te rends compte, des gros bonnets de Paris, remplis de costards et d'air importants. Ils sont venus dans le bâtiment toute la semaine. Je les ai même vus parler à Antoine l'autre jour. Il avait l'air secoué. Ça m'a glacé le sang, les renseignements généraux. C'était plus grave que ce que je pensais. J'ai remercié Thomas, noté mentalement, de lui cuisiner des sablés aux pépites de chocolat, ses préférés, et j'ai raccroché. Je me suis renversée sur ma chaise, le poids de ce que j'avais appris m'envahissant comme une couverture lourde. Antoine n'était pas un simple spectateur. Il était en plein milieu de quelque chose d'énorme et si les RG étaient impliqués, cela signifiait qu'il y avait des gens dehors qui ne voulaient probablement pas que la vérité éclate. J'ai repensé à l'appel d'Antoine, son insistance sur le fait que c'était plus sûr si je ne savais pas. Avait-il peur que quelqu'un s'en prenne à moi ou essayait-il simplement de me protéger du stress? Dans les deux cas, je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai décidé de me rendre au tribunal moi-même. Après tout, j'avais toujours mon ancien badge. Ne me demandez pas comment, je n'avais tout simplement jamais pris la peine de le rendre. Et je connaissais les couloirs mieux que la plupart du personnel actuel. J'ai pris mon air de petite vieille innocente la plus convaincante, attrapé une fournée fraîche de sablé et je suis partie. Le tribunal n'avait pas beaucoup changé depuis mon départ. Les mêmes planchers qui craquent la même odeur de vieux papier de café, les mêmes visages un peu plus gris, un peu plus ridés. J'ai fait ma tournée distribuant des gâteaux et bavardant avec de vieilles connaissances tout en gardant mes oreilles grandes ouvertes pour toute mention d'Antoine ou de l'affaire. Il n'a pas fallu longtemps avant que je n'entende un couple de greffiers chuchoter dans la salle de pause. Tu as entendu pour le témoin, le pauvre, on aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ils disent qu'il a une famille aussi, ça doit être dur d'être coincé au milieu comme ça. Je suis restée près de la machine à café feignant de chercher du sucre et j'ai attrapé quelques autres bribes. Les avocats de l'entreprise sont impitoyables. Ils feront n'importe quoi pour étouffer l'affaire. J'ai entendu dire qu'ils ont même essayé d'intimider certains témoins. Mon estomac s'est tordu. L'intimidation, cela expliquait la peur d'Antoine. J'ai remercié les greffiers, suis retournée à ma voiture et me suis assise un moment, essayant de tout digérer. Mon fils était un témoin clé dans une grosse affaire de fraude. Les RG étaient impliqués et il y avait des gens dehors qui essayaient de le faire taire. Pas étonnant qu'il soit inquiet. Mais que pouvais-je faire? Je n'étais pas avocate et certainement pas détective. Mais j'étais une mère et cela comptait pour quelque chose. J'ai décidé de faire ce que je faisais de mieux, garder les yeux et les oreilles ouverts, rassembler des informations et être là pour Antoine quoi qu'il arrive. Ce soir-là, je l'ai rappelé, essayant d'avoir l'air décontracté. « Salut mon chéri, je prends juste des nouvelles, comment va le travail ?» Il est resté silencieux un moment, puis a dit « Ça va maman ?» Juste chargé, je voulais le pousser, lui dire tout ce que j'avais appris, mais je me suis retenue. Il avait besoin de savoir que j'étais de son côté, pas que j'ajoutais à son stress. « Eh bien, si jamais tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. » Et j'ai fait tes gâteaux préférés au cas où. Il a ri un vrai rire cette fois, et pendant un instant, les choses ont semblé normales à nouveau. Mais en raccrochant, je savais que rien dans cette situation n'était normal. Je suis restée éveillée cette nuit-là à écouter le vent secouer les fenêtres, pensant à toutes les choses que je ne savais toujours pas. Qui était derrière la fraude, à quel point Antoine était-il vraiment en danger et le plus important, que pouvais-je faire pour l'aider? Je n'avais pas toutes les réponses, mais je savais une chose, avec certitude, je n'allais pas laisser tomber. Pas maintenant, pas jamais. Parce que quand il s'agit de la famille, on fait qu'il faut, même si cela signifie cuisiner quelques fournées supplémentaires de gâteaux et poser un peu trop de questions. Après tout, c'est à ça que servent les mères. Et en m'endormant, je me suis fait une promesse silencieuse, j'irai au bout de cette histoire quoi qu'il m'en coûte. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise durant toutes mes années au tribunal, c'est que la vérité finit toujours par éclater, et quand cela arrive, il vaut mieux être prêt. J'aurais pu laisser faire, j'aurais pu suivre le conseil d'Antoine, garder la tête basse et faire semblant de ne rien savoir de ce qui se passait. Mais où serait l'intérêt? Et puis j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de les entendre de sa bouche, pas à travers les chuchotements du tribunal ou le téléphone arabe des greffiers à la retraite.
Alors j'ai fait ce que toute mère française qui se respecte aurait fait. J'ai invité Antoine à dîner. Et pas n'importe quel dîner, attention. J'ai sorti l'artillerie lourde. Le hachis parmentier, son plat préféré, la recette qu'il jure toujours être meilleure que celle de Chloé. La purée onctueuse, les haricots verts avec des lardons et une belle tarte aux pommes qui refroidissait sur le plan de travail. Si on veut la vérité, parfois il faut l'appâter avec de la cuisine réconfortante. J'ai mis la table avec la belle vaisselle, celle avec les petites fleurs bleues sur le bord, et j'ai même allumé une bougie pour rendre le moment spécial. Quand Antoine est arrivé, il avait l'air fatigué, vraiment fatigué. Il avait de grands cernes sous les yeux et il semblait nerveux, jetant des regards par-dessus son épaule en entrant, comme s'il s'attendait à être suivi. Je lui ai fait un gros câlin, le genre que seule une mère peut faire, et je lui ai dit de s'asseoir et de se détendre. Tu as l'air de ne pas avoir fait un vrai repas depuis des semaines, ai-je dit en lui remplissant son assiette. Il a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Nous avons fait un peu de conversation banale, comment les enfants se débrouillaient à l'école, comment se passait le nouveau travail de Chloé, les trucs habituels de la famille. Mais je pouvais dire qu'il était distrait picorant, sa nourriture touchant à peine le hachis. J'ai attendu que nous soyons à mi-chemin de la purée quand il commençait enfin à se détendre, et puis j'ai lâché la bombe. Alors, Antoine, comment avance cette affaire? Je l'ai dit aussi naturellement que possible, mais je l'observais attentivement. Il a failli s'étouffer avec ses haricots toussants et s'étouffant. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais devoir lui donner une claque dans le dos. Maman, comment as-tu? A-t-il commencé? Mais j'ai juste souri. Ce sourire de mère qui sait qui dit « N'essaye même pas de me mentir, tu oublies, j'ai travaillé pour le tribunal. » « Tu ne peux rien me cacher, ai-je dit, en tendant la main pour lui tapoter la sienne. Il a poussé un long et lourd soupir. Pendant un moment, il a juste fixé son assiette, poussant la nourriture avec sa fourchette. Je pouvais voir la lutte sur son visage, le poids de ce qu'il portait. Finalement, il a levé les yeux vers moi, son regard fatigué mais déterminé. « D'accord, maman, tu veux la vérité, la voici. » Il a pris une profonde inspiration et puis les mots ont commencé à jaillir de plus en plus vite, comme s'il les retenait depuis trop longtemps. Il m'a parlé de l'entreprise pour laquelle il travaillait, comment il avait commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas, des chiffres qui ne correspondaient pas, des factures qui semblaient douteuses, de l'argent qui circulait de façon inexplicable. Au début, il avait pensé à une erreur. Peut être quelqu'un en comptabilité qui avait un mauvais jour, mais plus il regardait, plus il réalisait que c'était délibéré. Quelqu'un détournait de l'argent, le planquait dans de faux comptes, couvrait ses traces avec des documents falsifiés. C'était gros, plus gros que tout ce qu'il avait jamais vu. Il avait essayé de l'ignorer, essayé de se dire que ce n'était pas son problème, mais il ne pouvait pas. Il disait qu'il n'arrêtait pas de penser à ce que je lui répétais quand il était petit. Si tu vois quelque chose de mal, tu dois le dire. C'est comme ça qu'on rend les choses justes. Alors il l'a fait, il était allé voir son patron, on lui avait montré ce qu'il avait trouvé, et c'est là que les choses étaient devenues effrayantes. Son patron lui avait dit de se taire, que c'était au-dessus de son grade et qu'il devait se concentrer sur son propre travail. Mais Antoine n'avait pas pu laisser tomber. Il était allé voir les autorités, leur avait donné tout ce qu'il avait, des emails, des tableurs, des copies des fausses factures. C'est là que l'ERG s'était impliqué. Il lui avait dit qu'il avait bien fait, mais il l'avait aussi averti que les choses pourraient devenir dangereuses. Les gens derrière la fraude avaient beaucoup à perdre et ils n'hésiteraient pas à se protéger. Antoine a dit qu'il avait commencé à recevoir des appels bizarres, des gens qui raccrochaient quand il répondait des voitures garées devant chez lui qu'il ne reconnaissait pas. Il avait peur. Pas pour lui, mais pour sa famille. Et pour moi. C'était pour cela qu'il avait appelé. Pourquoi il m'avait dit que c'était plus sûr si je ne savais pas. Il ne voulait pas que je m'inquiète. Ne voulait pas m'entraîner dans quelque chose qui pouvait devenir moche. Mais comme je le lui ai dit, il était trop tard pour ça. J'ai tendu la main à travers la table et ai pris la sienne, la serrant fort. « Antoine, tu as bien fait. Je suis fière de toi. Et t'as pas à traverser ça tout seul. » Il m'a regardé et pour la première fois de la soirée, j'ai vu une lueur de soulagement dans ses yeux. Nous sommes restés assis un moment, juste à nous tenir la main sans rien dire. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Parfois, être simplement là suffit. Au bout d'un moment, je me suis levée et nous avons coupé chacun une grande part de tarte aux pommes. Nous avons mangé en silence. Le genre de silence confortable qui ne vient qu'avec des années d'histoire partagée. En terminant le dessert, Antoine a finalement commencé à se détendre. Il m'a dit plus de choses sur l'affaire, sur les enquêteurs, sur les autres témoins qui avaient trop peur pour se manifester. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout, peu importe la difficulté. Je lui ai promis que je serais là à chaque étape, que je garderais les yeux et les oreilles ouverts et que j'aurais toujours une assiette de gâteau prête au cas où. Nous avons ri, nous avons pleuré un peu et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que les choses iraient peu être bien. Quand Antoine s'est préparé à partir, je l'ai serré très fort dans mes bras, le tenant un peu plus longtemps que d'habitude. « Tu es plus fort que tu ne le penses », ai-je chuchoté.
Il a souri, m'a embrassé la joue et a promis d'appeler plus souvent. Après son départ, je me suis assise à la table de la cuisine, fixant les assiettes vides et la bougie qui vacillait. J'ai pensé à tout ce qu'il m'avait dit, au danger qu'il courait, au courage qu'il avait fallu pour faire ce qui était juste. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais inquiétée pour lui au fil des années, quand il était petit garçon adolescent, quand il avait quitté la maison pour la première fois. Peu importe l'âge de nos enfants, on n'arrête jamais de s'inquiéter, jamais de vouloir les protéger. Mais parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est d'être simplement là pour écouter, pour soutenir, pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Cette nuit-là, en faisant la vaisselle et en rangeant les restes, j'ai ressenti un étrange mélange de peur et de fierté. Peur de ce qui pourrait arriver ensuite, des dangers qui rôdaient encore dans l'ombre. Mais de la fierté aussi. De la fierté pour mon fils, pour son courage, pour sa détermination à faire ce qui était juste, quel qu'en soit le prix. Je savais que la route devant nous ne serait pas facile, qu'il y aurait d'autres défis, d'autres nuits sans sommeil, d'autres moments de doute. Mais je savais aussi que nous les affronterions ensemble, en famille. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous sommes présents, nous nous soutenons et nous n'abandonnons jamais. En éteignant les lumières et en me dirigeant vers mon lit, je me suis fait une promesse silencieuse à moi-même et à Antoine. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je me battrai pour lui, je le protégerai et je l'aimerai quoi qu'il arrive. Parce que c'est ce que les mères font. Et en m'endormant, j'ai ressenti un sentiment de paix, sachant que quoi qu'il advienne, nous l'affronterions ensemble. Après que la vérité fut révélée, j'ai serré Antoine très fort, sentant le poids de semaines peu, être de moi d'inquiétude et de secret se soulever enfin de mes épaules. Tu sais, Antoine, tu peux toujours tout me dire. Je suis peu, être vieille, mais je ne suis pas en verre. Lui ai-je dit, la voix un peu tremblante, mais pleine de cette force que seule une mère peut rassembler. Il a ri un vrai rire profond que je n'avais pas entendu depuis trop longtemps et j'ai pu voir le soulagement dans ses yeux, la façon dont ses épaules se sont détendues comme s'il avait porté un rocher et l'avait enfin posé. Nous avons tous les deux pleuré un peu, pas les grosses larmes dramatiques, mais les larmes silencieuses et reconnaissantes qui viennent quand on réalise qu'on n'est pas seul au monde, que quelqu'un vous soutient quoi qu'il arrive. Et puis, parce que nous sommes français et que c'est ce que nous faisons, nous avons mangé de la tarte, de grandes parts de tarte aux pommes avec de la glace à la vanille qui fondait dessus. Le genre de dessert qui rend tout un peu meilleur, peu importe la dureté de la journée. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la fourchette à la main, et pendant un moment, nous n'avons pas parlé de l'affaire du danger ou de la peur qui avait plané sur nous comme un nuage d'orage. Au lieu de cela, nous avons parlé des petites choses, le chat du voisin Mistigris qui n'avait toujours pas attrapé de moineaux, la nouvelle boulangerie qui avait ouvert en centre-ville, la façon dont les feuilles commençaient à virer au doré et au rouge, peignant tout le quartier aux couleurs de l'automne. C'était bon de revenir à la normale, de se rappeler que la vie continue même quand on a l'impression que le monde part en vrille. Mais alors que la soirée avançait et que la tarte disparaissait, je me suis surprise à repenser à tout ce qui s'était passé. Tous les secrets et les demi-mensonges, les appels téléphoniques tardifs, les conversations chuchotées dans les couloirs du tribunal. J'ai réalisé quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Peu importe l'âge de nos enfants, ils essaieront toujours de nous protéger. C'est drôle, non? Nous passons toute leur enfance à nous inquiéter pour eux, à essayer de les garder en sécurité, à leur apprendre le bien du mal. Et puis un jour, ils se retournent et commencent à s'inquiéter pour nous. Ils essaient de nous protéger des choses difficiles, des choses effrayantes, des choses qu'ils pensent que nous ne pouvons pas gérer. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que nous sommes plus forts qu'ils ne le pensent. Nous avons vécu plus longtemps, vu plus de choses, surmonté plus de défis. Nous ne sommes pas fragiles. Nous ne sommes pas faits de verre, nous sommes comme de vieux chênes avec des racines profondes et des branches solides capables de résister aux tempêtes. J'ai regardé Antoine qui parlait maintenant de ses enfants, de la façon dont ils avaient hâte de venir chez mamie pour les vacances de la Toussaint et j'ai ressenti une vague d'amour si forte qu'elle m'a presque coupé le souffle. C'était mon fils, mon enfant, devenu un homme, un père, quelqu'un qui faisait ce qui était juste même quand c'était difficile. Et je me suis rendu compte que même si je ne pouvais pas le protéger de tout, même si je ne pouvais pas effacer les dangers ou les difficultés de la vie, je pouvais être là pour lui. Je pouvais l'écouter, le soutenir, lui rappeler qu'il n'était pas seul. Je pouvais lui faire des gâteaux et l'inviter à dîner et lui offrir un endroit sûr où il pouvait être lui-même sans jugement ni peur. C'est peu, être la chose la plus importante que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, leur offrir un espace sûr, un endroit où ils peuvent être vulnérables, où ils peuvent partager leur fardeau, où ils peuvent se sentir aimés et acceptés quoi qu'il arrive. Alors que la soirée tirait à sa fin et qu'Antoine se préparait à rentrer chez lui, je lui ai fait une promesse. La prochaine fois que tu as un problème, peu importe sa taille, tu m'appelles, d'accord? Pas de secret, pas de mensonge. Nous sommes une famille et nous nous soutenons. Il a souri, m'a embrassé sur la joue et a promis qu'il le ferait. Et je l'ai cru. Parce que je pouvais voir dans ses yeux
qu'il avait compris. Et il avait compris que j'étais pas fragile, que j'étais pas en verre, que j'étais forte et que je serais toujours là pour lui quoi qu'il arrive. Après son départ, je me suis assise un moment à la table de la cuisine, regardant la bougie vaciller, écoutant le tic-tac de l'horloge. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à tout ce que j'avais appris et j'ai ressenti un sentiment de paix, un sentiment de fermeture. L'affaire n'était pas terminée bien sûr, il y aurait encore des audiences, des témoignages, des moments difficiles, mais maintenant nous étions une équipe, nous étions ensemble. Et cela faisait toute la différence. En me couchant ce soir-là, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé et j'ai ressenti de la gratitude. De la gratitude pour mon fils, pour son courage, pour sa force. De la gratitude pour ma famille, pour mes amis, pour les petites choses de la vie qui nous rappellent ce qui est important. Et j'ai réalisé que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'amour. Et cela, mes chers amis, est une leçon qui vaut la peine d'être rappelée, peu importe votre âge ou les défis auxquels vous êtes confrontés. Alors la prochaine fois que vous vous sentez dépassé, que vous avez l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, souvenez-vous de cela, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Souvenez-vous qu'il y a des gens qui se soucient de vous, des gens qui vous aiment, des gens qui seront là pour vous quoi qu'il arrive. Et n'oubliez pas de manger un morceau de gâteau de temps en temps, cela aide, croyez-moi. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, dites-moi quel âge avez-vous et d'où regardez-vous cette histoire? J'aimerais beaucoup le savoir.